bienvenue dans ce nouvel petit épisode instructif de la passion. Je vous ai déjà fait plusieurs épisodes à propos de championnat de France de drift où je vous emmenais avec moi et puis que je vous montre un peu comment que ça se passe, où je vous emmenais en immersion avec moi. Tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Combien ça coûte? Est-ce qu'on gagne de l'argent? Quelle voiture faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour participer au championnat de France de drift? C'est quoi les règles? Je vais essayer de vous faire dans l'ordre, de tout vous expliquer. De l'achat de la voiture, de la réglementation, parce qu'il y a un truc qui fait beaucoup causer aussi, c'est que je fais le championnat de France de drift sans arceau. Donc ça, vous allez voir, on va y revenir aussi, comment ça se fait que je fais le championnat et que j'ai pas d'arceau dans Ashley. Enfin voilà, donc je vais essayer de... Je me suis fait une liste avec toutes les questions qui reviennent régulièrement, et on va essayer de débattre là-dessus, et je pense qu'à la fin de ce petit épisode, vous comprendrez mieux les règles du drift. Et voilà, le package complet, les couilles. Dans le drift, t'as capté, déjà, faut une voiture. Et il faut pas n'importe quoi comme voiture, il faut une propulsion. Donc tu as tout un panel possible et imaginable de voitures. Le mieux pour commencer, c'est... Alors moi, c'est mon conseil. On va y revenir après. Moi, je suis revenu en arrière après. Moi, en fait, j'ai pratiqué pendant longtemps, avant même que le drift, ça s'appelle. Nous, on appelait ça de la glisse. Moi, je me suis fait la main sur les parkings, sur des ronds-points. Alors, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais à l'époque, il n'y avait pas encore de journée training sur des circuits. En fait, c'était un peu le sport de rue, le drift. Tu vois, t'apprenais à maîtriser ta voiture. Moi, ce qui me plaît dans le drift, c'est ça, c'est que tu apprends à maîtriser ta voiture quand normalement, elle se perd. Tu vois, c'est un moment infime où la voiture est en perdition, mais toi, tu as encore la notion pour arriver à la dompter dans cette zone-là où elle, normalement, elle va plus. Et moi, j'ai fait longtemps du grip, donc du grip, de la course sur circuit, du chronométré traditionnel. Bon, alors moi, je faisais pas en compétition, je faisais ça vraiment pour le fun. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu connais ta voiture et que tu roules tout le temps sur le même circuit, tu connais les points de freinage, tu connais les... Ça devient un peu plus... tu perds un peu le fun. Que le drift, cette sensation d'être dans la limite du véhicule et que tu te bats avec, moi franchement c'est ce qui me fait vibrer les couilles, voilà. Donc là je me suis déjà écarté du sujet de base. Oui. Déjà la voiture, il y a quelques temps en arrière, il y a 5-6 ans, je t'aurais dit prends une vieille BM, genre une E36. La E36 c'était la reine du drift, en vrai c'était la voiture à pas trop cher, ça te coûtait 2-3 000 balles et t'avais une voiture, t'avais juste à souder le pont, une perte combinée filetée, et allez, en gros pour 5-6 000 euros tu te faisais une drifteuse. Bon, alors le problème maintenant, hein, on va y regarder ensemble, c'est que une E36 ça se vend beaucoup plus cher. Donc t'as plusieurs choix, t'as des mecs en fait, là tu le vois direct, c'est un projet drift, la voiture t'as rien à faire, normalement, hein, des fois il reste des choses quand même à faire, mais apparemment elle roule, voilà, uniquement pour circuit, tout ça. Il lui manque un petit montage turbo, enfin voilà, bon, ça c'est un projet abandonné, mais bon, apparemment elle roule. Le problème c'est si tu achètes un projet comme ça, on va y revenir, ça va être compliqué au début pour t'entraîner, parce que on va y revenir plus tard. Donc toi, il y a des mecs qui vendent des projets déjà complets, après à voir si l'arceau est énorme et tout, mais toi le problème c'est que maintenant, si tu veux une voiture basique, et moi c'est ce que je vais te conseiller au départ pour commencer, une voiture style origine, mais déjà avec une mécanique dedans, donc là c'est une 325i, c'est que c'est 10 000 balles ma couille. Moi au jour d'aujourd'hui je te dirais pas achète une vieille BM. Moi ça serait moi, tu vois, j'achèterais ça. Genre une Nissan 350Z, parce que je trouve que c'est une très bonne base. Alors t'es vite limité par la puissance, parce que c'est un V8 Atmo, mais là tu vois, pour en gros 13 000 balles, t'as une voiture qui est pas faite pour le drift, c'est une voiture que tu peux vraiment en profiter pour faire sur, tu peux en faire sur la route, avec un peu de chance, tu pourras aussi rencontrer la petite dame quand tu viendras l'acheter. Et voilà, t'as une voiture qui est sympa, putain le mec il s'est fait plaisir sur le bon coin, il a fait des photos là. Et voilà, tu as une voiture qui est à la fois fun pour rouler sur route et que tu vas pouvoir peut-être commencer à te faire plaisir avec sur circuit. Voilà. Après, toi, je t'ai fait une autre sélection. Toi, moi, perso, ça serait ça. Parce que ces voitures-là, là, que je vais te montrer, j'ai un super feeling avec. C'est les Nissan S14. Elles ont un super châssis. Alors là, tu vois, celle-là, elle est à 15 000 balles. Ça fait une somme, mais pour ce que c'est pas très cher. Parce que j'ai lu l'annonce, apparemment, il y a de la rouille. Donc là, ça reste quand même une voiture. Oui, du coup, c'est une japonaise. Donc elle a le volant du bon côté pour une japonaise. C'est une voiture qui a de la rouille, elle est à 15 000 balles, mais tu as quand même une voiture qui n'est pas faite 100% pour le drift, tu vas pouvoir t'en servir et pour la route, et tu vas pouvoir aussi t'en servir après quelques petites modifs pour faire du track day. Donc en genre, là, voilà, je vous fais voir quelques petites annonces, parce qu'en fait aujourd'hui, pour commencer dans le drift, c'est difficile de commencer quand tu n'as pas un budget d'au moins 10 ou 15 000 euros. Et ça c'est triste parce que il y a quelques années en arrière, avec un budget de 5-6 000, tu arrivais à commencer à te monter une voiture, et commence à t'amuser. Là maintenant, il faut mettre un peu plus. Là, moi aujourd'hui, par rapport à ce qui se fait et les prix, tout ça, moi je pense que j'achèterais une 350Z. Alors le V6 Atmo, je crois qu'il fait 280 chevaux. Et les plus gros modèles font 313 chevaux. T'es vite limité par la puissance parce que tu vas voir, pour après accéder au championnat, c'est un peu la course à l'armement. Mais au moins pour commencer, tu auras une voiture que tu peux te servir pour kiffer avec.
et à la fois commencer à te la mettre en main pour faire du drift. Alors, l'intérêt de ne pas acheter une voiture déjà tout de suite à ressauter. Du moment que ta voiture elle est ressautée, tu as des track days. En fait, les track days, c'est des journées en fait, pour venir t'entraîner et commencer à faire du drift en soi. Et le problème, c'est que dès que tu as une caisse qui est ressautée, si ta voiture est ressautée, il va falloir que l'arceau soit aux normes FIA. Si ton arceau n'est pas aux normes FIA, tu ne pourras pas rouler. Parce que ça sera considéré, on va dire, comme dangereux. Du moment que tu as un arceau, tu es obligé d'avoir une combinaison inifugée, cagoule inifugée, chaussures inifugées, gants inifugés, caleçons, tous les sous-vêtements. Donc en fait, du moment que tu as une voiture qui est ressautée, c'est une voiture vraiment de compétition. Et du coup, même pour les journées d'entraînement, tu vas être obligé d'avoir d'office un équipement complet pilote qui coûte aux alentours des 1500 à 2000 euros. Donc en fait, direct, si tu commences avec une voiture qui est ressautée, tu t'engages des frais supplémentaires, tout ce qui est pour le pilote. Bon, une fois que tu as la voiture, il va falloir que tu apprennes à la rouler après. Donc pour ça, il y a plusieurs solutions. Tu as des journées training, donc des journées training, c'est des journées d'entraînement, tu as même des week-ends complets. Et tu as aussi des pilotes qui organisent, qui ont monté des écoles de pilotage, où même si tu n'as pas ta voiture et que tu as envie de t'essayer au drift avant d'en acheter une, il y a des pilotes qui proposent ça, qui ont monté des sociétés d'écoles de pilotage, où tu vas sur leur circuit, enfin sur une journée qu'ils organisent, et ils te mettent dans une voiture, ils montent à côté de toi et ils t'apprennent les bases du drift. Ça, tu peux le faire aussi, il me semble, avec ta voiture après, où tu peux y retourner avec eux. Et, enfin bref, voilà. Il y a des pilotes qui organisent des journées comme ça de découverte et d'initiation au drift. Et après, sinon, quand tu as déjà ton petit niveau, tu as des organisateurs qui organisent des journées training, des journées d'entraînement sur circuit, où tu vas avec ta voiture et que tu t'apprends et que tu t'entraînes et que tu t'amuses au drift. C'est les journées que vous avez pu voir que je fais avec le capitaine, que de temps en temps on va en Normandie pour justement peaufiner des réglages et surtout passer vraiment du bon temps, parce qu'en fait tu te régales. Le drift, en fait, faut pas oublier, le championnat c'est vraiment le haut de la discipline, mais à la base le drift c'est pour s'amuser, et l'ambiance de s'amuser entre potes, glisser, machin, apprendre à la trage de ton pote, t'approcher au plus près, voilà, le drift à la base, faut pas oublier, c'est vraiment du fun. Le championnat, c'est vraiment l'excellence du truc, et on va y venir après. Sans toutes ces heures passées à rouler, à t'entraîner entre potes et à prendre les limites de ta voiture et tes limites à toi, et prendre ton coup de volant, tu peux pas aller plus loin. Avant de pouvoir candidater au championnat de France de drift, il va falloir que tu fasses ta main sur des journées comme ça, parce que le jour où tu vas faire une demande de candidature, ils vont te demander où c'est que tu as roulé, parce qu'eux ils sont en relation avec les organisateurs pour savoir comment tu roules, savoir si tu niques pas trop les bords de piste, connaître ton niveau, parce qu'en fait le niveau maintenant dans le championnat de France est tellement élevé, et il y a tellement de plus en plus de pilotes qui veulent venir y participer, la sélection est dure. Donc la base, c'est acheter ta voiture, faire des journées training, et quand tu as le niveau, tu vas pouvoir venir commencer à poser une candidature pour le championnat de France de drift. Et poser ta candidature, ça on y vient tout de suite. Qu'est-ce qu'il te faut? Bon déjà, ta voiture, un équipement pilote complet, donc il va te falloir un casque homologué FIA, une cagoule homologuée FIA, des sous-vêtements homologués FIA, une combinaison FIA. En fait, si tu prends feu, en fait, c'est pour que tu sois protégé, c'est des combinaisons inifugées. Il va te falloir les chaussettes aussi inifugées, les chaussures aussi. Voilà, donc il va te falloir un équipement complet pilote. Ça, ce que je vous disais, ça compte entre 1500 et 2000 euros à peu près. Une voiture un peu présentable aussi, parce que du coup, en fait, c'est un show, le championnat de France de drift. Il y a énormément de public, et le but, c'est pas d'y aller avec des caisses de stock car, donc faut que tu aies un truc qui soit sympa, faut que tu aies une voiture qui est aux normes aussi. Et les normes, on y vient tout de suite, parce que les normes, elles sont draconiennes. Avant qu'on aille dans le garage pour parler de la réglementation, le coût, bon, c'est un championnat, tu peux gagner de l'argent, parce que tu as des récompenses, mais tes engagements, ça a un coût. Donc ma division en loisir, c'est 1700 euros. Pro Elite, de souvenir, je l'ai plus peut-être, je crois que c'est 2200. Tu fais quoi, Zozette? Je me refais des petits champignons. Tu fais des petits champignons? Ouais. Tu les as ramassés dans les bois? Oui. Moi, j'en mangerai pas. Bon, faut pas que tu te dises demain, je vais faire le championnat de France de drift pour gagner du fric, hein, non plus. Hein. Si ça peut te payer une partie de la saison, en vrai, c'est bien, parce que tu vas avoir de grosses dépenses. Le championnat, ça dit des pneus, ça dit de l'essence, ça dit des déplacements. Le sport auto, faut pas oublier, c'est un sport qui est très cher. Mais en fait, là, on a de la chance encore avec le championnat de France de drift, c'est que c'est un sport où tu as une réglementation à respecter. Mais en vrai, c'est un des sports auto où tu as le moins de restrictions. T'es pas limité sur le modèle, t'es pas limité sur la puissance, t'es pas limité sur le type de cylindrée. T'as pas de limite. En vrai, c'est trop bien. Toi, tu fais des courses genre Clio Cup, t'es obligé d'avoir une Clio
avec des pièces qui sont dans la norme et la réglementation du championnat. Tu fais la Porsche Cup, c'est pareil. Il y a plein de types de courses en fait dans le sport automobile où t'as pas le choix. Tu te bats à armes égales. Le drift, il y a un panel de voitures, c'est aussi pour ça que le public il kiffe de fou. T'as un panel de voitures alors il y a beaucoup de BMW, c'est vrai, il y a beaucoup de japonaises, c'est vrai. Moi cette année je suis le seul en américaine, mais en fait la seule restriction qui a été mise en place, moi je trouve que c'est une bonne chose, c'est sur les pneumatiques. Parce qu'en fait tu te retrouves à batailler avec des mecs, mais même en loisir, t'as des mecs qui ont des 7, 800, 900. Après, en pro, il y en a même qui ont des plus de 1000 chevaux et qui se battent des fois avec des bagnoles, des concurrents qui ont 400 chevaux. C'est un peu la course à l'armement. Et t'as pas de restriction là-dedans. La seule chose, en fait, on va venir te brider, c'est sur les pneumatiques. En catégorie loisirs, largeur maximum des pneumatiques, 225. Diamètre maximum autorisé, 19. Moi, je suis resté en 18 parce que faut avoir les chevaux quand même pour faire tourner 19 après. Là, je suis en gomme route, mais on a le droit au semi-slick à condition que ça soit du semi-slick homologué route. En catégorie Pro Elite, c'est la même chose, 19 maximum, gomme semi-slick autorisée mais homologué route. Par contre, largeur maximum autorisée, 265. En fait, maintenant, ce qu'ils font le championnat, je vous disais, t'es pas limité par la puissance, par le type de voiture, tu peux avoir 1000, 1200 chevaux, 2000 chevaux, tu t'en branles. Tu as le droit de concourir contre des mecs qui ont des 600-800 chevaux. Mais en fait, vu qu'ils ont vu que c'était vraiment la course à l'armement et qu'il y avait vraiment une différence de vitesse dans les courbes par rapport aux puissances et aux pneumatiques, en fait, ils ont décidé de brider les voitures par rapport à la taille des roues. Je pense que vous avez compris. En fait, voilà, une voiture qui fait 1000 chevaux, tu y colles des slicks derrière en 300, elle va aller vachement plus vite qu'un mec qui a 600 chevaux et des pneus en 265 parce que lui, il n'arrivera pas à faire tourner les pneus en 300. Ou 305, enfin bref, voilà, je te dis un chiffre comme ça au pif. Donc voilà, on bride le véhicule par rapport à la monte de pneus et par rapport au type de gomme. Ça, je trouve que c'est une bonne chose parce que même en loisir, des fois, tu te bats avec des mecs qui ont des 7, 800 chevaux, tu vois. La catégorie loisir, c'est... Ah à l'époque, t'avais 400 chevaux, tu faisais le championnat en pro. Hein. Alors, il y a une autre question qui revient souvent, c'est « Ma couille, comment ça se fait que t'avais le droit de rouler sur le championnat avec Ashley qui a pas d'arceau et que ta Mustang blanche, elle cananana, t'as pas le droit ?» Sur ma première Mustang, on a un arceau qui est full aux normes. Donc, en fait, c'est une voiture, en fait, on n'a pas pu acheter un arceau tout fait. Parce que dans le championnat, t'as le choix. Soit t'achètes un arceau qui est tout fait aux normes FIA pour ta voiture, soit sinon, t'as possibilité de le fabriquer quand c'est une voiture qui n'a pas eu de proposition d'arceau. De fait, toi, tu peux fabriquer ton propre arceau. Bon, alors pour ce modèle de voiture, tu penses bien qu'il n'y avait rien de fabriqué en stock, donc on l'a fait nous-mêmes. T'as un cahier des charges dans la réglementation du championnat où ils te disent quel type de tube prendre. Donc là, c'est la matière, c'est du FE45. Diamètre extérieur à respecter, diamètre intérieur à respecter. En fait, voilà, c'est pour avoir la bonne épaisseur. T'as un nombre de centimètres carrés à respecter pour les plaques d'ancrage. Tu vois là. Et dessous, c'est pareil, il faut des contre-plaques, pareil, dans le même type d'acier, avec le même nombre de centimètres carrés d'emprise. Tu as plusieurs points à respecter, donc tu vois, là, on en a plusieurs. Ça, c'était une variante qui a été faite dans le championnat il y a quelques années maintenant. Tu étais obligé d'avoir cette barre en plus, l'annexe J, ils l'appellent, parce que en fait, dans la réglementation, c'est l'annexe J, en fait, sur la réglementation des arceaux. Et c'est pareil, t'as des croix à respecter, t'as des goussets à mettre, voilà, ça aussi c'est pareil. Donc voilà, un arceau c'est pas vas-y on achète du tube comme tu peux faire dans le stock car et dire vas-y je me fabrique un truc en avant ma couille c'est parti. C'est pareil, en haut t'as le choix, soit tu fais un V, soit tu fais une croix, soit tu fais une barre transversale, mais faut que... Enfin, j'ai plus tous les trucs en tête parce que ça fait un petit moment qu'on l'a fait cet arceau, mais t'as plein de choses à respecter. Pareil sur le devant, t'as des contre-plaques, un nombre d'emprises. Alors là on avait fait vachement plus que ce qu'il fallait, hein. Toi, on a mis une grosse contre-plaque sur la tourelle. Voilà. Mais t'as plein de choses à respecter. On va rebondir sur une question que vous me posez souvent et on va le traiter ce sujet une bonne fois pour toutes. Pourquoi je roule plus avec celle-là pour le championnat? Ça me brise le cœur, mais la réglementation a changé. Je vais essayer de vous la faire vite quand même. Pour ceux qui se rappellent, à la base, c'est une BMW 34 qui se cache dessous. La réglementation veut que tu n'aies plus le droit de modifier ta voiture entre tête d'amortisseur avant, tête d'amortisseur arrière. Donc, tu as le droit de la couper après les têtes d'amortisseur arrière, après les têtes d'amortisseur avant, mais toute la partie au milieu, tu n'as pas le droit. Moi, vu que du coup, les montants de pare-brise, au départ, la BMW 34 était par là, et que je les ai coupés, que je suis venu réintégrer une coque de Ford Mustang, j'ai modifié la structure du véhicule, alors pas sur la longueur du véhicule, mais en fait sur la partie
Bah, j'ai quand même modifié la structure. Donc en fait, cette voiture, maintenant, j'aurais plus jamais le droit de concourir à une épreuve FIA, FFSA, enfin voilà, un championnat ou quoi que ce soit, parce que maintenant, tu n'as plus de retour possible en arrière. Donc maintenant, elle va me servir à faire du training, des shows, de l'exhib, des choses comme ça, j'ai le droit de le faire avec, mais pas de championnat. Du coup, pour pouvoir concourir à un championnat, j'ai racheté Ashley. Et Ashley, elle a pas d'arceau, ma couille. Simplement parce que dans la catégorie que je roule, pour l'instant, le loisir, t'as pas besoin d'avoir un arceau. Le fait de pas avoir un arceau, j'en ai parlé juste avant, ça te permet de rouler plus facilement sur des manches, sur des entraînements de training sans avoir forcément toute la panoplie combinaison, gants, casques, machin et compagnie. Voilà. Bon, je les ai vu que je fais le championnat, parce que dans le championnat, par contre, t'es obligé de les avoir, mais c'est moins... c'est moins restrictif. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est quand tu es en loisir et que tu gagnes, je sais pas si ça sera encore d'actualité cette année, mais il y avait une marque qui sponsorisait le championnat qui te payait un arceau pour pouvoir passer en pro l'année prochaine. Donc, faut essayer de gagner. Ça paiera l'arceau, ma couille. Parce que la catégorie pro, tu es obligé d'avoir un arceau. C'est pour ça que les loisirs ne font pas de battle, c'est parce que dans la division loisirs, vu que tu fais pas de battle, ils ont estimé que pour l'instant, tu n'avais pas spécialement besoin d'arceau. Voilà. Tu vois que tu commences à comprendre un peu les règles du drift, ma couille. Mais c'est pas fini, on continue. J'étais parti à vouloir maintenant vous expliquer ce que c'était la télémétrie, le système de notification des points, sur quoi se basent les juges, les clipping points. Ça va être trop long, ça va être trop long. Donc si ça vous intéresse que je refasse une vidéo où on rentre plus sur le système de notification des points, parce qu'en fait c'est pas parce que quelqu'un fait un beau passage qui marque énormément de points, dites-moi en commentaire, je referai un épisode là-dessus. Là on va se concentrer sur ce qu'il faut faire pour participer au championnat de France de drift, combien ça coûte, et voilà, on va pas s'éparpiller trop quand même. Bon, après le déroulé du championnat, ça se passe en 6 manches. Alors, c'est pas 6 week-ends, il y a des manches doubles. Là, cette année, on a eu le round 1 et 2, c'était à Val d'Argenton à côté de toi. Donc en fait, t'arrives le jeudi. Le vendredi, t'as les essais. Et vendredi, samedi, c'est la course. Mais t'as 2 rounds, t'as 2 manches en fait. Le samedi, c'est une manche. Le samedi, manche 1, dimanche, manche 2. Si t'as une casse sur une manche comme ça et que t'arrives pas à réparer, t'as 2 manches. Donc t'as intérêt à y aller quand même avec une voiture fiable. Le round 3 et 4, c'est pareil, c'était à Courant-Ternois dans le Nord, c'était pareil, c'était un week-end manche double, donc 3 et 4. Après, il y avait la manche de Calmont, du coup, c'était le round 5. Moi, je ne l'ai pas fait parce qu'en fait, toute la catégorie loisirs, il n'y a pas accès. C'est une manche de montagne et du coup, c'est que pour pro élite. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu à Calmont. Et après, la finale qui était au Val de Vienne. À la maison, ça fait plaisir. Et là, c'était une manche simple. Donc, en gros, tu arrives le vendredi, tu as les essais le samedi, la course le dimanche. Ça fait quand même des bons week-ends, les couilles. Donc, si je peux te donner un conseil, au lieu d'essayer surtout quand tu commences, au lieu d'essayer de viser des puissances de folie, essaye de viser plutôt une fiabilité hors norme. Voilà. Parce que même si tu penses que tu es au top de la fiabilité, les voitures elles prennent tellement cher pendant le championnat, il va t'arriver des merdes. Tout le monde a son lot de galères. Je crois pas qu'il y a un pilote qui n'a pas eu un souci tout au long du championnat. C'est vraiment dur pour elle. Et, et des fois, pas rouler sur une manche, tu te casses la gueule dans le classement. Donc jouer la fiabilité, c'est très très bien aussi. Maintenant les couilles, on va passer au sujet argent. Combien que ça m'a coûté le championnat cette année? Bon, on va faire, combien que ça peut coûter le championnat à l'année? On va prendre en compte comme si il n'y avait pas de partenaire pneu, parce que je leur dis encore un grand merci à SASP, j'ai pas payé un pneu cette année, et je pense que dans la balance, vous allez voir, ça fait beaucoup. Donc, il y avait 6 manches, je vous ai dit. Par manche, moi j'ai utilisé 6 pneus. Je ne savais pas combien ils coûtaient les pneus. Là j'ai regardé, c'est des pneus à 84,54 €. Donc disons 84 €. Hein. Donc tu as 6 manches. 6 fois 6 pneus. Ça fait 36 pneus. Alors je suis pas un grand consommateur de pneus. Parce qu'en fait, plus tu es puissant, plus tu bouffes du pneu. Mais du coup, sur tout le championnat, j'en ai mangé 36. Bon, c'est pas compliqué. Hein, 36 fois 84. Bon, t'as déjà 3024 € de pneus, ma couille. Voilà. Et là, c'est quand en loisir, c'est avec une voiture qui est pas super puissante. Les mecs qui ont des 800-900 chevaux, 36 pneus, je pense que ça doit leur faire 2 manches. Et eux, c'est pas des pneus à 84 € qu'ils usent, tu vois. Bon, après, là, c'est un autre sujet encore, c'est pour aller chercher le podium dans les grosses divisions. Là, vous avez vu, je tourne l'épisode vraiment plus orienté sur la catégorie loisir, parce que tu commences par le loisir, quoi qu'il arrive, et c'est la discipline que j'ai fait. Donc, c'est plus là où je suis apte à vous expliquer
les coûts, combien que ça coûte, la réglementation et tout ça, tout ça. Donc là, tu pars sur 3024 euros de pneus. Bon, bah, tu rajoutes ton engagement qui est de 1700 euros. Ok, tu es déjà à 4724 euros. Après, à ça, tu as les déplacements, plus la bouffe, plus. Alors, moi, la chance que j'ai eue, moi, cette année, en vrai, je vous le dis, j'ai été gâté quand même parce que entre SASP et les circuits sur lesquels c'est tombé cette année le championnat, Val d'Argenton, 1h15 de chez moi, Val de Vienne, 1h30 de chez moi. Il y a juste eu Croix-en-Ternois qui était dans le nord, à l'autre bout de la France pour moi. Mais en fait, voilà, réellement, là où j'ai vraiment eu un gros déplacement à faire, c'était pour aller à Croix-en-Ternois. Et donc voilà, ça a quand même vachement limité les coûts cette année. Allez, je pense qu'en termes de carburant, pour faire les trajets cette année, on en est peut-être avec les péages et tout pour monter dans le nord, allez, on est peut-être à 500 euros. On arrive quand même à 5224 euros les couilles. Bon, après à ça, Ashley, qu'est-ce qu'elle consomme? Le drift, quand je faisais du grip, tu consommes beaucoup plus à faire du grip que du drift parce que, en fait, au final, le drift, c'est un passage. Tu fais pas des tours de circuit, des tours de circuit, des tours de circuit par week-end. Alors, à rouler au bioéthanol, parce qu'aussi, ça, dans la réglementation, il faut le savoir, il faut que ta voiture roule au bioéthanol. Alors, en pro et en élite, obligatoire bioéthanol. En loisir, il est grandement conseillé de rouler en bioéthanol. Donc, ça m'a coûté un peu moins de 100 euros par week-end, donc ça fait 3 week-ends, tu rajoutes 300 balles, on arrive à 5524 euros. Après tout ça, tu comptes la bouffe, le machin, tout le bordel, mais ça, que tu sois sur le circuit, que tu sois chez toi, faut bien manger, donc on va pas le compter, mais en soi, on arrive à 5524 euros. Alors ça fait des sous, mais en fait, moi c'est ça aussi qui me plaît dans le drift, c'est pas quand tu fais la Porsche Cup, la Clio Cup, le machin, c'est vraiment un sport automobile. Je pense que c'est un des sports automobiles le moins cher que tu peux rouler en catégorie de championnat français. Je pense que tu as le stock car aussi qui ne doit pas être beaucoup plus cher, mais dès que tu veux faire de la midget, dès que tu veux faire tous les autres types de championnats, c'est pas 5000 balles. Hein. 5000 balles, c'est le prix d'une course. Voilà. Là, je m'étais renseigné pour faire de la Formule Ford parce que j'ai un ami qui baigne là-dedans. Une course du championnat d'engagement, hein, pas tous les frais tout le temps, c'est 3300 euros. Voilà. Donc, le drift, c'est quand même une discipline qui, malgré que ça a un coût, c'est vraiment encore pas ce qu'il y a de plus cher. Bon, je vous ai dit de la merde. Je voulais pas dire stock car, je voulais dire autocross. Oui, l'autocross, je pense, c'est encore aussi une discipline où c'est pas abusé niveau tarif pour pouvoir participer et concourir à un championnat. Voilà. Moi, pour terminer cette petite vidéo, moi, voilà, c'est ça que j'aime dans le drift. Alors, il y en a plein qui te diront qu'il te faut des milliers, 10 milliers d'euros pour faire du drift. C'est faux. Pour faire les premières places en pro élite, ouais, il va te falloir énormément d'argent, il va te falloir une équipe soudée de fou, ça va engendrer énormément de frais. Mais c'est comme tout sport de haut niveau, quand tu vas aller chercher les premières places, ça engendre des frais de fou. Mais moi, ce que je garde vraiment dans l'esprit du drift, c'est l'amusement. C'est bien d'être compétiteur. Moi, j'adore. Mais c'est pas pareil. C'est pas le fun du training. Moi, ce que j'aime dans le drift, c'est aussi rouler avec les potes. Le championnat, c'est le côté compétitif. J'adore ça aussi. Mais tu peux t'amuser et te faire plaisir sans que ça te coûte des millions. Tu vois. Là, tu vois, en catégorie loisirs, allez, avec un budget de moins de 10 000, ça fait des sous quand même, 10 000 euros. Hein. T'arrives quand même, mais c'est un championnat français, c'est pas rien. Quand t'as couru au championnat de France, tu peux dire putain, j'ai fait le championnat de France de drift, c'est pas rien. C'est un sport en plus qui est de plus en plus. C'est un sport qui est boudé par les circuits, mais c'est un des sports automobiles les plus appréciés en fait du public. Donc c'est quand même, c'est pas rien. Et j'espère qu'on arrivera encore à rouler des années et des années et des années. Voilà les couilles, j'espère que ça a pu vous aiguiller un petit peu dans les coûts que ça engendrait, la réglementation. Pour ceux qui hésitent à passer le cap, parce que j'en ai encore vu ce week-end qui me dit ah putain j'aimerais bien un mec qui fait de l'autocross, il me dit j'aimerais bien me lancer dans le drift, combien que ça coûte, comment je fais. Bon bah je lui ai dit bah écoute ma couille c'est la vidéo de lundi, tu auras toutes les explications. Donc je pense qu'en fait vous êtes plusieurs aussi dans ce cas à vous poser plein de questions et à vous dire c'est pas un sport encore où c'est que l'élite, c'est encore un sport que tu peux venir t'amuser, t'entraîner et espérer participer. Il y a une facilité d'accès en vrai encore et je pense que c'est ça en fait qu'il faut pas oublier. Je pense que pour que le drift il garde son âme en fait de la passion et de ce sport là, il faut que ça reste comme ça. Je pense qu'il serait bien aussi pour le drift c'est qu'il y ait pas que le championnat de France de drift, qu'il y ait d'autres championnats annexes, il y en a des départementales, des cups, des machins, des trucs annexes du championnat parce qu'en fait
il y a beaucoup trop de personnes qui veulent faire le championnat de France de drift. Et le problème, c'est que tout le monde ne peut pas y participer. Et peut-être que le fait qu'il y ait une multitude d'autres petits championnats, que les circuits ouvriraient peut-être enfin les yeux et qu'ils accepteraient un peu plus cette discipline. Mais bon, ça, c'est encore des sujets d'autres vidéos. Hein. Moi, voilà, j'espère que ça a pu quand même vous aiguiller sur les questions que certains se posent. Et puis longue vie au drift. Donc voilà les couilles, c'était un peu le tour du sujet du drift. Moi cette année il va me rester énormément de travail à faire sur elle pour l'alléger. Parce que elle a bien mangé à la cantine quand elle était petite. Et on va lui renforcer aussi tout son système de transmission. Parce qu'elle m'a pas gâté cette année la petite Ashley. Bon, sur ce les couilles, moi je vous dis à lundi prochain 19h pour de nouveaux épisodes. Pense à t'abonner en partant, YouTube la clochette. Et puis tu peux me rejoindre aussi sur les réseaux, Facebook, Insta, Snapchat et TikTok. C'est la grosse passion. Ciao!